Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir Jean-Michel Hauteville. Bonsoir, Barbara Jean-Élie. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Je suis très content d'être là avec vous. Et moi donc, j'ai enfin un visage sur un nom que je lis régulièrement dans le journal Le Monde. Jean-Michel, vous êtes journaliste et vous êtes correspondant pour le journal Le Monde dans la Caraïbe. Alors en sous-titre, on va voir tout à l'heure Jean-Michel Hauteville, envoyé spécial, parce que vous êtes effectivement correspondant du Monde en Martinique, donc vous couvrez l'actualité de tout ce qui se passe en Martinique. J'imagine que vous allez couvrir ou que vous allez couvrir ce qui s'est passé, les mouvements sociaux, le congrès, les aspects politiques, il y aura des élections l'année prochaine, etc. Mais vous allez aussi dans notre région pour couvrir l'actualité. Et depuis combien de temps vous collaborez au Journal Le Monde? Depuis que je suis rentré en Martinique, donc en 2021, ça fait un peu plus de 4 ans, ça va faire bientôt 5 ans l'année prochaine. Et avant, vous étiez en Allemagne? Avant, j'étais en Allemagne. Vous êtes devenu journaliste? Oui, c'est le pays où j'ai commencé à exercer mon métier de journaliste. Et vous étiez dans quel média? J'ai beaucoup changé, j'ai beaucoup évolué. Les deux dernières années, je travaillais avec Le Monde en tant que correspondant à Berlin, en faisant des remplacements, etc., pour la politique. Mais j'ai aussi travaillé pour des médias anglophones, allemands. Voilà. Parce que vous êtes... Quand vous partez dans la Caraïbe, vous êtes obligé. Alors, vous parlez allemand, d'où le petit accent qu'on entend, mais vous parlez anglais, vous parlez aussi espagnol, vous parlez créole forcément. Créole. Même en Haïti, je parle un créole haïtien qui de plus en plus. C'est vrai? Oui. Et vous aimez aller en Haïti? Ah, j'aime beaucoup. C'est un peu dangereux, ça fait un peu peur parfois, mais c'est un pays tellement extra surtout quand on est martiniquais, les gens, enfin, le contact qu'on peut avoir avec les gens là-bas, c'est... On va y revenir en fin d'entretien, mais vos plus récents articles portent sur Trinidad et Tobago, donc vous avez été envoyé spécial là-bas, et notamment le tout récent que j'ai lu, c'était, vous parliez de l'alignement de la première ministre trinidadienne sur la politique américaine très offensive, agressive, notamment à l'égard du Venezuela, ce qui place Trinidad et Tobago en porte-à-faux par rapport à son voisin immédiat qui est le Venezuela. Je crois qu'il y a 15 km qui séparent les deux pays, et elle dit, voilà, elle n'a aucune sympathie pour les trafiquants, l'armée américaine doit tous les tuer violemment, donc vous vous rendez compte de cela. Et donc la politique vous intéresse, mais vous avez consacré beaucoup de temps et plusieurs articles au narcotrafic, en allant notamment à Trinidad et Tobago. Oui, tout à fait. C'était dans le cadre d'un projet qui a été lancé, que j'ai proposé d'ailleurs à ma rédaction à Paris il y a plusieurs mois. Et puis le temps de planifier tout ça, de dégager le bon moment pour faire ces recherches assez approfondies et conséquentes. Et puis pour y aller, puisque je suis parti passer 6 jours à Trinidad et ensuite 4 jours à Sainte-Lucie. C'est vraiment un gros investissement en termes de travail. Oui, parce que c'est un sujet que vous découvrez. C'est un sujet sur lequel j'avais un peu travaillé chez nous, les questions de trafic, de criminalité chez nous en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Martin, donc les Antilles françaises. Mais à l'échelle régionale, j'avais pu l'aborder de manière parcellaire, par-ci par-là. Par exemple, même en Haïti, il y a une question aussi, la violence qu'il y a est liée aussi au trafic d'armes qui arrive en Haïti. Les trafiquants de drogue sont implantés là-bas, etc. Mais c'était vraiment la première fois que je consacrais une enquête à ce sujet et c'était vraiment beaucoup. Qu'est-ce que vous découvrez à TNT? Parce que nous, on tient le décompte quasiment quotidien des meurtres, des meurtres en Martinique par arme à feu. Aujourd'hui, on en est à 29. Au moment où on enregistre cette émission, il est probable que ça augmente. On est à 29 homicides. Oui. Là, qu'est-ce que vous découvrez? TNT, on n'est pas sur la même échelle, Trinidad et Tobago. Pas du tout la même échelle. C'est effrayant pour... 624 homicides. Voilà. Donc voilà, l'année dernière, c'était ce pays, composé de 2 îles principales, bien sûr, qui a à peu près 5 fois la population de la Martinique, donc 1,5 million d'habitants, avait quelque chose comme 20 fois le nombre d'homicides chez nous. Donc ça montre bien qu'il y a vraiment une criminalité qui est quasiment hors de contrôle dans ce pays. 624 homicides en 2024, donc les homicides. Et bien sûr, donc, il y a Trinidad et Tobago, vous êtes allé aussi à Sainte-Lucie. Oui. Parce que vous vouliez faire une comparaison. Oui, en fait, l'idée, le sujet de cette enquête, c'était les trafics, le narcotrafic et les trafics d'armes dans notre région, la Caraïbe. Donc, il fallait idéalement aller dans 2 pays. Oui.
Franchement, si ça avait été les conditions que je pouvais choisir moi-même, j'aurais choisi la Jamaïque et Trinidad. Oui. Mais concernant, pour tous, on connaît les questions de voyage dans notre région, de déplacement, etc., les coûts, les contraintes. Il se trouvait que Sainte-Lucie, c'est notre pays voisin, notre île voisine. C'est facile d'y aller, mais aussi, je pouvais accentuer un peu le côté... Les liens qu'il y a dans les trafics entre cette île voisine et comment ça influe sur notre situation, parce que vous écrivez dans un de ces articles, les Saint-Luciens représentent, enfin c'est pas vous qui le dites, c'est un diplomate qui dit les Saint-Luciens représentent déjà 10% des détenus à la prison de Ducos. Voilà, c'est l'ambassadeur de France auprès des États de la Caraïbe orientale, Francis Etienne, qui le dit. Oui. Et donc, il y a un lien. Donc, c'est intéressant aussi pour vous. Oui, voilà. Oui, j'ai pu vendre à ma rédaction cet aspect-là que, bon, Sainte-Lucie, c'est pour moi, en tant que journaliste qui travaille en Martinique et qui travaille pour un média français, présenter la situation dans ce pays voisin de chez nous et comment ça influe sur la situation de la criminalité chez nous, en Martinique, c'était aussi tout à fait pertinent. Oui. Alors, là encore, la vague meurtrière, c'est tout le bassin. Sainte-Lucie, avec ses 180 000 habitants, donc ils sont moins nombreux que nous, a enregistré 77 homicides. L'année dernière. Saint-Vincent et les Grenadines, micro-État archipélagique de 101 000 âmes, en a totalisé 54. La Barbade, peuplée de 280 000 personnes, a atteint le record de 50 meurtres en 2024. Comment ces gens-là adressent la criminalité et le trafic d'armes? Les deux sont liés. Comment est-ce que ces pays le font de façon différente? Oui, ils le font de façon différente. Oui. Et bien sûr, les contextes varient d'un pays à l'autre et parfois d'une année à l'autre. Par exemple, à la Barbade, il y a eu un doublement du nombre d'homicides en un an. Et ça, c'était lié à une reprise d'hostilité entre deux gangs rivaux. Et il y avait eu une trêve entre ces deux gangs qui avait été négociée par un ensemble d'acteurs de la société, etc. Donc, et malheureusement, cette trêve n'a pas duré. Donc, à Trinidad, par exemple, il y a depuis cette année, la bonne nouvelle, c'est que ce pays de notre archipel est parti pour faire un bien meilleur résultat en matière d'homicides cette année que l'an dernier, qui était un record de 624 homicides. 624, parce que là, le gouvernement a mis en place des états d'urgence, à deux reprises, un état d'urgence. Donc, il y en a eu un en janvier, qui a duré d'ailleurs 3 mois. À l'origine, c'était censé durer 2 semaines ou 1 mois. Ça a duré 3 mois. Là, pareil, depuis le mois de juillet, depuis fin juillet, il y a un nouvel état d'urgence. Et il y a des choses qui s'accompagnent de il y a des conséquences qui ne sont pas forcément désirables, par exemple peut-être des abus policiers, etc. Des bavures policières. Des bavures. Mais cela permet, avec cette stratégie un peu musclée, de faire en sorte qu'il y ait beaucoup moins d'homicides dans cette région. Comment les gens expliquent? Parce qu'on entend souvent... Oui, mais bon, comment les gens expliquent cette recrudescence de violence qui est liée au trafic d'armes? Alors, on va dire d'où viennent ces deux choses. Donc, la drogue vient d'Amérique latine, mais les marchés consommateurs sont soit américains, soit européens. Quand ils passent par chez nous, c'est qu'ils sont européens. Et les armes viennent des États-Unis. Elles viennent aussi un petit peu du Brésil, d'ailleurs, vous le dites. Oui, le Brésil fabrique des armes à feu qui sont utilisées dans la police et au Brésil et dans beaucoup de pays d'Amérique latine. Et ces armes finissent par... C'est des armes de guerre, par être... Oui, ça peut être des armes très puissantes. Et alors... Oui, pardon. Et et après, ces armes, une fois qu'elles se retrouvent dans les mauvaises mains et que des gens les revendent pour se faire de l'argent. Et puis il y a un marché autour des armes. Des armes qui peuvent être volées ou qui peuvent être... et qui se retrouvent dans les trafics, à ce moment-là, elles finissent par arriver chez nous. Comment les gens que vous avez rencontrés, comment ils expliquent cette recrudescence? Est-ce que c'est juste l'appât du gain? Est-ce que c'est la situation économique de ces pays qui l'explique? C'est plusieurs choses, bien sûr, et qui sont, là encore, différentes d'un pays à l'autre. Le cas de Trinidad est vraiment
surprenant parce que c'est l'un des pays les plus riches de la Caraïbe en termes de produits intérieurs bruts et de revenus. C'est un pays pétrolier, donc c'est pas la même chose que la Jamaïque ou Sainte-Lucie qui sont des pays plus agricoles et plus pauvres. Mais à Trinidad, c'est vraiment le fait que ce pays soit tout près du Venezuela et ça permet une grande activité de contrebande. Une porosité. Voilà, une grande porosité. Il y a une vingtaine de kilomètres entre les deux pays. Et effectivement, le Venezuela est un pays du continent sud-américain où il y a, donc le continent où il y a de la production de cocaïne qui augmente année après année. Je crois qu'on ne produit pas de cocaïne au Venezuela, c'est en Colombie, le pays d'à côté. Mais enfin, voilà, une fois que c'est produit en Colombie, ça traverse toutes les frontières sans aucun problème. Et ça va chercher les consommateurs. Et voilà. Et donc, vous continuez aussi à enquêter sur ce qui se passe en Martinique. En Martinique, enfin, aux Antilles et en France, donc, il y a une nouvelle loi qui est adoptée de lutte contre le narcotrafic. Les stratégies ne sont pas exactement les mêmes. Est-ce qu'il faudrait une coopération? Enfin, ce n'est pas forcément le rôle du journaliste de donner des réponses politiques, mais qu'est-ce que vous en pensez? Il y a une coopération, bien sûr. C'était d'ailleurs ce qui a été l'une des raisons de mon passage à Sainte-Lucie. À Sainte-Lucie, je devais rencontrer la magistrate de liaison. Donc là, en fait, la France a installé, donc à l'ambassade de France à Castries, une magistrate qui est chargée de mieux coopérer avec les pays. Il y a des résultats qui commencent qui commencent à se concrétiser, notamment en termes d'extradition de criminels étrangers qui sont extradés en Martinique. Mais et donc sur le territoire français, du point de vue des autorités françaises. Et les autorités françaises doivent être en mesure d'accorder à ces pays une contrepartie à ces extraditions, etc. Donc oui, il y a toute une coopération qui se met en place, et c'est très complexe parce que, par exemple, on a les pays voisins de la Martinique ne sont pas forcément familiers de l'arsenal juridico-législatif qu'il y a ici et vice-versa. Donc, effectivement, c'est un travail assez long, mais qui se met en place. Et notamment, donc, il y a cette magistrate à Castries, il y en a un autre, je sais pas, à Bogota, en Colombie, qui a été installé quelques mois après. Donc, voilà, c'est un travail qui se met en place, mais qui est rendu plus compliqué par l'attitude de Washington depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, puisque ce président n'est pas partisan du multilatéralisme, de la coopération. Il est plus partisan de la manière forte et des méthodes unilatérales. On en a parlé au tout début. En tout cas, là, c'est fini malheureusement, Jean-Michel. Merci de nous d'avoir répondu à notre invitation. Là, vous prenez l'avion pour Haïti. Oui. Voilà, on va vous suivre et on va continuer de lire vos magnifiques articles. Merci beaucoup, Jean-Michel Hauteville. Merci Barbara Jean-Élie. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye, à bientôt.